Eh bien, rebonjour et bienvenue dans les exercices. Là, ça va être à vous de vous y mettre, de vous exercer, de résoudre tout ça par vous-même. Voilà, voilà. Alors, tout d'abord, nous allons regarder quelques couples acides-bases. Donc, voici une liste de quelques entités chimiques. HPO4 HO-, H3PO4, NH4+, PO4 3-, H3O+, H2PO4-, NH2-, H2O, NH3. Zoom. Et ce qu'on vous demande, c'est d'écrire les 7 couples acides-bases que l'on peut former avec ces entités. Voilà. Ah, ça, c'est une question très simple, hein. C'est bien plus simple que la méthode qu'on a fait juste avant. Voilà. J'espère donc que c'est très clair pour vous. Et allez-y, à l'attaque. Arrêtez la vidéo, prenez un papier et un crayon et résolvez ceci. À tout de suite. Là, je n'ai pas de conseils à vous donner, hein, si ce n'est que, rappelez-vous, une réaction acido-basique, il y a échange de protons. D'accord? Donc, dans un couple acide-base conjugué, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque part un proton qui est gagné ou perdu. Voilà, c'est à vous. Eh bien, voici les corrections alors. Très simple. Donc, un premier couple acido-basique qui peut être formé, c'est le couple H3PO4 avec H2PO4-. Hop, voilà. D'accord? Donc, si je vous mets là, ce sera plus clair. H3PO4 à H2PO4-. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Bien, c'est bien un couple acide-base. Rappelez-vous, toujours à gauche l'acide et à droite la base. Et ce qui s'est passé pour passer de gauche à droite, eh bien, effectivement, l'acide phosphorique qui est à gauche a perdu un ion positif, H+, c'est-à-dire a perdu un proton. D'accord? Donc, l'acide a donné un proton. Alors, un deuxième couple, dans la même lignée, on a H2PO4- avec HPO4-. D'accord? Cette fois-ci, c'est celui-là qui a perdu un proton en plus. Donc c'est bien un autre couple acide-base conjugué. Ensuite, eh bien on peut encore continuer ça. On a HPO4-. Il lui reste ici un proton à perdre, donc il peut former du PO4-3-. D'accord? C'est un ion phosphate 3-. Bon, là, il peut plus aller plus loin, hein. Cette base-là ne peut pas être l'acide d'autre chose. D'accord? Alors, après, nous avons bien le couple bien connu des ions oxonium avec l'eau. Donc là, c'est l'acide, là, c'est la base, comme on le sait. L'eau, étant un ampholyte ou un amphotère, peut jouer le rôle d'une base, mais aussi d'un acide. Et donc, si je joue le rôle d'un acide ici, la base associée, ce sont les ions hydroxydes. D'accord? Donc, je perds bien toujours un proton en passant de gauche à droite. Et enfin, la dernière série que je peux considérer, c'est les ions ici ammonium, NH4+, qui se transforment en ammoniac, NH3, ok, acide, base, et on a ces NH3 qui peuvent rejouer pour former du NH2-, où on voit aussi que par passage de l'acide à la base conjuguée, on a aussi perdu un proton. Et donc voilà les 7 couples acide-base conjugués qu'on pouvait former sur la base des éléments qui étaient donnés. Voilà, c'était simple en effet, hein. Allez, voyons voir si le prochain est aussi simple. Alors, on nous demande ici d'identifier un acide et une base. Donc, dans les réactions acido-basiques suivantes, identifier l'acide et la base, puis écrire les 2 couples acide-base impliqués. Donc, voici les différentes réactions. D'accord? Je ne vais pas vous les nommer une par une, on verra ça si vous n'y arrivez pas dans la solution. Voilà. Donc, il s'agit ici de reconnaître les acides des bases et d'écrire les couples conjugués. Eh bien, c'est à vous. Bon travail. Et à tout de suite pour la correction. Eh bien, voici les solutions. Donc, pour la première réaction, nous avons du CH3COH qui réagit avec du HO- pour donner du CH3CO- plus du H2O.
Alors, qui est qui là? Bien, le CH3COH, c'est un acide. C'est ce qu'on appelle l'acide éthanoïque, donc c'est un acide. Et sa base conjuguée, de l'autre côté, on la voit ici, c'est CH3CO-. Donc l'acide, ici, perd un proton et donne sa base conjuguée qui est CH3CO-. Dans l'autre cas, HO-, on sait que c'est les ions hydroxydes, c'est la base de l'eau qui joue ici le rôle d'acide. Donc les couples conjugués impliqués là sont d'une part le CH3COH et sa base conjuguée le CH3CO-, d'accord? Acide éthanoïque, base conjuguée, ion éthanoate. Dans le cas de l'eau, eh bien on aura que l'eau joue ici le rôle de l'acide, et sa base ce sera les ions hydroxyde HO-. Acide, base conjuguée. D'accord? Et donc on voit bien dans cette réaction, bien entendu, que l'acide d'un couple acido-basique réagit avec la base de l'autre pour donner les éléments conjugués. Ok, et donc on voit bien ici qu'en passant de gauche à droite, que ce soit là ou que ce soit là, d'accord, l'acide a perdu un proton pour donner la base conjuguée. Ok, ça c'est la première réaction. La deuxième réaction qu'on considère, c'est CH3CO- qui réagit avec du NH4+, pour donner du CH3COH plus du NH3. Alors, qui est qui ici? Alors celui-là, on l'a reconnu de l'exercice précédemment, c'est les ions éthanoates, donc c'est une base dont l'acide conjugué sont les acides éthanoïques qui est là. Le NH4+, ce sont des ions ammonium qui jouent le rôle ici d'un acide, et dont la base conjuguée, qui s'obtient par perte d'un proton à partir de l'acide, ce sera l'ammoniac. Voilà. Et donc, j'ai bien de nouveau un acide plus une base d'une autre espèce, donne les acides et bases conjugués. Ou les acides et bases que je considère sont d'une part donc, CH3COH, CH3CO-, acide éthanoïque, base, ion éthanoate, et de l'autre côté, j'aurai du NH4+, et NH3. Où NH4+, les ions ammonium jouent le rôle de l'acide, qui en perdant un proton donne la base conjuguée qui est de l'ammoniac. Ok? Dans le cas du troisième, qu'est-ce que j'ai le troisième? Le troisième, j'ai H3O+, plus HO-, qui donne 2 H2O. Alors, dans 2 H2O, en fait, on peut voir ça comme évidemment H2O plus H2O. D'accord? Et les ions oxonium qui sont là sont connus pour jouer le rôle d'acide, dont la base conjuguée est l'eau. Et les ions hydroxydes jouent le rôle d'une base dont l'acide conjugué est l'eau également. Et donc on voit l'eau ici qui joue à la fois le rôle de base et d'acide, donc c'est bien l'ampholyte. Ok, donc les couples considérés ici, c'est les couples H3O+, H2O et H2O, HO-. Ok, ion oxonium acide, molécule d'eau base, molécule d'eau comme acide et ion hydroxyde comme base. Voilà, donc voilà ici tous les couples qui ont interagi dans ces réactions et comment donc ils sont notés sous forme acide-base conjuguée. Voilà, bon, c'était encore un exercice simple. Voyons ce que nous donne le suivant. Est-ce qu'on va monter en niveau ou est-ce que ça va continuer à être simple? Si c'est cela, c'est du gâteau. Alors, nous voilà donc au troisième exercice, réaction acido-basique. On demande de donner les équations bilan des réactions acido-basiques ayant lieu entre les entités suivantes. D'un côté, on a l'ion amidure NH2-, qui est une base, et l'ion dihydrogénophosphate, H2PO4-. Ok. 2, j'aurai l'ion hydroxyde HO-, qui est une base, et l'ion oxonium, H3O+. Et enfin, 3, j'aurai l'eau et l'ammoniac NH3, qui est une base. Voilà. Donc encore, je pense, un petit exercice assez simple que vous pouvez réaliser à votre aise en arrêtant cette vidéo, en prenant votre papier et un crayon et en démarrant. Donc, faites bien ceci et on se revoit quand vous avez fini avec la solution. Bon, et voici les corrections. Donc, premièrement,
la réaction entre les ions amidures, NH2-, plus le dihydrogénophosphate. Dihydrogéno, c'est parce qu'il y a 2 hydrogènes. Dihydrogéno et phosphate, c'est du PO4. Donc dihydrogénophosphate, c'est H2PO4-. Qu'est-ce que ça va donner? Alors on vous a dit qui est la base ici? On a dit que la base c'était le dihydrogénophosphate. Ouais? Ah ben ça pourrait, mais pas dans ce cas-ci, puisqu'on vous a indiqué dans l'énoncé que c'était le NH2- qui était la base. Donc si c'est le NH2- qui est la base, cette base va capter un proton pour donner son acide conjugué, et donc donner du NH3. Et le dihydrogénophosphate, si ce n'est pas la base, mais un acide, comme acide, il va plutôt perdre un proton pour donner du hydrogénophosphate. Donc du PO4, 2-. Voilà, donc on aura ici l'ammoniac comme acide conjugué de la base qui sont les ions amidures, et on aura l'hydrogénophosphate qui est la base de l'acide conjugué qui est du dihydrogénophosphate. Voilà pour ce premier. Donc dans le deuxième, on nous donne de l'H3O+, plus de l'HO-, et on nous demande ce que ça fait. Alors dans ce cas-ci, la base c'est bien sûr les ions hydroxydes. Les ions oxonium sont bien connus comme étant des acides, donc c'est un acide plus une base qui va donner eh bien, une base conjuguée. La base conjuguée de l'ion oxonium, c'est de l'eau. Et l'acide conjugué des ions hydroxydes, c'est de l'eau aussi, qui joue son rôle d'ampholyte. Donc on aura 2 H2O. Voilà. Alors en troisièmement, on a de l'eau, plus du NH3. Et on vous dit que celui qui joue le rôle d'une base ici, c'est le NH3. Ça veut dire que l'eau doit jouer forcément le rôle d'un acide. Si l'eau joue le rôle d'un acide, eh bien il va perdre un proton et former sa base conjuguée qui sera du HO-. Et puisque le NH3 est la base, il va capter le proton qui a été libéré par l'eau pour former l'ion ammonium, NH4+. Voilà. Bon, très bien, on avance bien. Il faut voir que c'est simple. Hein. Allez, regardons le suivant. Alors, dans cet exercice, on veut étudier un équilibre chimique. Donc on considère la réaction équilibrée NH4+, plus H2O donne NH3 plus H3O+, en solution aqueuse. Supposons que dans des conditions physico-chimiques données, pour une durée donnée, 10% des ions ammonium réagissent avec l'eau et 40% de l'ammoniac et des ions oxonium réagissent pour redonner NH4+, et H2O. Premièrement, quelle proportion en pourcentage de NH4+, s'est transformée lorsque l'équilibre chimique est atteint? On dilue maintenant la solution. Les rencontres entre NH3 et H3O+, sont plus rares. Et seuls 20% de NH3 et de H3O+, réagissent pour redonner NH4+, et H2O au cours de la même durée. Quel est le nouvel état d'équilibre atteint? 3. Dans quel sens l'équilibre s'est-il déplacé? Voilà. Ok. Eh ben, il me semble un petit peu plus compliqué que les précédents. D'accord? Un petit conseil, puisqu'il s'agit d'équilibre et de déplacement d'équilibre, pensez au principe de Le Chatelier. Voilà. Et puis, c'est à vous. Arrêtez la vidéo, prenez votre papier, prenez votre crayon, et à l'attaque. Et on se revoit à la fin, de nouveau, avec des petites solutions. À bientôt. Pour répondre à cette question, nous allons faire un tableau d'avancement, en prenant 100% comme quantité initiale d'ion ammonium. Ok? Donc on aura ici 100%, donc c'est un tableau d'avancement où on va indiquer les nombres en pourcents. Donc il y a 100% d'ion ammonium au début, puis il y a qui réagissent avec de l'eau, donc l'eau c'est le solvant, c'est aussi le réactif en excès, d'accord? Donc lui, il n'y a pas trop besoin de s'en préoccuper, il y en aura toujours assez. Et cela va nous donner, alors au départ, il n'y avait pas de produit, il n'y avait pas donc d'ammoniac ni d'ion. Et puis à la fin, on se demande quelle est la quantité d'ion ammonium qu'il va y avoir à l'équilibre. Donc, ce qu'il va y avoir, c'est que ça va réagir dans les deux sens, d'accord? Puisqu'il y aura une réaction équilibrée. Donc à la fin, on aura un certain nombre ici de moles qu'on va exprimer en pourcentage
de NH4+, qui va réagir, donc ce sera 100 moins X à l'état final, et il y aura évidemment X en pourcent formé de NH3 et X en pourcent formé d'ioxonium. Ça va? Alors on a bien 100 moins X, 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 les coefficients de X sont à chaque fois 1, puisque cette équation ici, stoichiométrique, a des coefficients 1, 1, 1, 1 partout, donc c'est toujours une mole qui réagit avec une mole pour donner des moles. Donc tout va bien. Et la question c'est quel est le pourcentage final qu'on va avoir de NH4+. Eh bien on a donc 10% de ce NH4+, d'accord, qui passe vers la droite, et qui sera égal à 40% de X qui passe vers la gauche. Oui, puisqu'on nous dit dans l'énoncé qu'il y a 10% de NH4+, qui réagit, et qu'il y a 40% de NH3 et de H3+, qui réagissent dans l'autre sens. Donc, nous avons cette situation-ci. Donc c'est une équation simplement à résoudre. Ce qui veut dire que 0,1, puisque 10% c'est 0,1 fois 1 moins x, doit être égal à 40%, c'est-à-dire 0,4 fois x. Je résous ça, ça nous fait donc 0,1 moins 0,1x qui est égal à 0,4x. Ce qui nous donne encore, alors ça nous donne quoi ça? Ça nous donne que 0,1 est égal à 0,4x plus 0,1x. Ça fait 0,5x. Donc x est égal à 0,1 divisé par 0 par 0,5, ce qui fait 1 cinquième, ce qui fait aussi 20% au final. Voilà. Donc, ça c'est le premièrement. Alors, dans le deuxièmement, vu les conditions qu'on nous donne, l'équation qu'on avait juste ici avant devient que 0,1 fois 1 moins x sera égal à 0,2x. C'est-à-dire, cette fois-ci, si je résous cette équation, que 0,1 moins 0,1x sera égal à 0,2x, ce qui veut encore dire que 0,1 sera égal à 0,3x, donc x est égal à 1 tiers, ce qui fait donc 33%. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé avec les déplacements d'équilibre? Il s'est passé qu'en rajoutant de l'eau du côté réactif, l'équilibre s'est déplacé dans le sens direct, donc vers la droite. Et on a eu plus de produits. X est monté de 20% à 33%, donc la quantité de produits formés, qui sont les ions ammoniac et, pardon, qui sont les molécules d'ammoniac et les ions d'oxonium, ont augmenté. Voilà, voilà. Ça va, c'est clair? Bon, j'espère hein, que c'est très clair. Et puis je vous attends pour le suivant, quand vous aurez pris un petit repos. Hein, je pense que c'est le moment. Vous voilà de retour, super. Donc ici on va étudier le produit ionique de l'eau. Donc à 25 degrés Celsius, on demande de calculer la concentration en ion hydroxyde d'une solution aqueuse pour laquelle la concentration en ion oxonium est de 10-2 mol par litre. 2. Toujours à 25 degrés Celsius, on demande de calculer cette fois-ci la concentration en ion oxonium pour une solution aqueuse pour laquelle la concentration en ion hydroxyde est de 10-2 mol par litre. Et puis petit 3, que pourra-t-on observer en réalisant cette expérience? Voilà, eh bien nous voilà repartis dans les exercices faciles, c'est très bien. Allez-y, hein, arrêtez la vidéo, prenez votre papier et votre crayon et exprimez-vous. Et puis nous on se revoit dans quelques instants dès que vous avez fini pour la solution. Alors la solution, puisqu'on cherche dans le premièrement, on cherche la concentration en ion hydroxyde, mais on sait que la concentration en ion hydroxyde fois la concentration en ion oxonium à une température de 25 degrés Celsius, c'est ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau, c'est Ke. Et Ke, ça vaut 10-14. D'accord? Donc, connaissant la concentration en ion oxonium, eh bien, on peut déterminer la concentration en ion hydroxyde comme étant le Ke sur la concentration en ion oxonium. Ce qui fait donc, alors, 10-14 pour le Ke, et la concentration en ion oxonium étant de 10-2, on aura 10-14 sur 10-2, ce qui nous donne 10-12 mol par litre.
Voilà, ça c'est le petit 1. Le petit 2, bah, c'est juste dans l'autre sens, hein. Là, on veut connaître la concentration en ion oxonium, sachant qu'on connaît la concentration en ion hydroxyde. Eh bien, ce sera donc égal au Ke sur la concentration en ion hydroxyde. Le Ke, il vaut toujours 10-14. La concentration en ion hydroxyde, elle est de 10-2. Donc 10-14 sur 10-2, ça fait 10-14 fois 10,2, ça fait 10-12 de nouveau. Donc 10-12 moles par litre. Voilà, voilà. Et donc, observe-t-on en faisant ces réactions-là, on observe évidemment que c'est tout à fait symétrique. D'accord? Si j'ai une petite concentration en ion hydroxyde, j'ai une grande concentration en ion oxonium, et vice-versa. Et si je mets les mêmes quantités en jeu, j'obtiens les mêmes résultats pour l'autre espèce, hein, dans la réaction. Voilà, voilà. Bon, c'est facile, hein? Facile, facile. Allez, au suivant alors. Alors, dans cet exercice-ci, on va faire le lien entre pH, concentration en H3O+, et concentration en HO-. Alors, premièrement, calculer le pH d'une solution où la concentration en H3O+, c'est 1,2 10-2 mol par litre. Que vaut la concentration en H3O+, pour une solution dont le pH est de 3,5? Troisièmement, calculer le pH d'une solution où la concentration en ion hydroxyde, c'est 1,2 10-2 mol par litre. Et enfin, que vaut la concentration en ion hydroxyde pour une solution dont le pH est de 13? Voilà. Bon. Ok? Allez, c'est à vous. Donc, pour calculer le pH, c'est la relation bien connue. C'est moins le logarithme en base 10 de la concentration en H3O+. Et si on ne vous donne pas la concentration en H3O+, mais celle de HO-, pensez à passer par le produit ionique de l'eau. Bon travail, à plus tard pour la correction. Ça va? Tout s'est bien passé? Ouais, je l'espère en tout cas. Donc pour le premier, le pH, c'est égal à moins le logarithme donc en base 10 de la concentration en ion oxonium. Ça veut dire c'est moins le logarithme de quoi? De 1,2 10-2. Et moins le logarithme de 1,2 10-2, vous prenez votre machine à calculer et vous le faites, c'est 1,92. Voilà. Alors, quand je dis vous prenez votre machine à calculer et vous le faites, c'est si vous n'aviez pas réussi. Si vous aviez réussi, vous n'avez plus qu'à vérifier. Voilà. 2. On vous demande quelle est la concentration, ici, en ion oxonium, connaissant un pH. Eh bien, on sait que la concentration en oxonium, quand on connaît le pH, c'est 10 exposant moins le pH. Ce qui veut dire ici que ce sera 10 exposant moins 3,5. Et de nouveau, en prenant votre machine à calculer, vous trouvez que ça fait 3,2. 10 moins 4. Et c'est de concentration, donc c'est des moles par litre. Voilà. Alors, pour le 3, eh bien la concentration en ion oxonium, on peut l'exprimer par rapport à la concentration en ion hydroxyde par le produit ionique de l'eau sur la concentration en ion hydroxyde, ce qui fait donc 8,3 10-13 moles par litre. Et donc le pH qui est égal à moins le logarithme de ça sera égal à, alors moins le logarithme de 8,3 fois 10 moins 13, ce sera 12,1. Ça va, c'est clair toujours? Tout va bien? Bon, très bien. Passons au 4 alors. La concentration, cette fois-ci, en ion oxonium, c'est égal à 10-13 moles par litre. Et donc, la concentration en ion hydroxyde sera égale au produit ionique de l'eau divisé par la concentration en ion oxonium. 25 degrés, c'est toujours bien. Ce qui fera, vu les données, 1,0 fois 10 exposant moins 1 mol par litre. Voilà. Donc dans ce cas-ci, il fallait utiliser simplement la relation qui donne le pH en fonction
de la concentration en ion oxonium, et puis il faut utiliser le produit ionique de l'eau, d'accord, pour passer des concentrations en ion hydroxyde aux concentrations en ion oxonium. Ça, c'est très général, on peut toujours faire ça. Voilà, allez, à tout de suite pour le prochain. Alors, dans cet exercice, on veut calculer le pH d'une solution de soude. Donc, soit une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, Na+ en solution aqueuse, plus HO- en solution aqueuse, de concentration molaire apportée, C est égal à 0,20 mol par litre. Calculer le pH de cette solution aqueuse dans l'hypothèse d'une solution diluée. Quelles précautions d'utilisation convient-il de prendre? Justifiez. Voilà, et bien c'est à vous. Allez, bon travail, et on se voit pour la correction. Combien de temps? 2-3 minutes pour celui-là, je vous dirai. Alors voici la solution. Donc l'hypothèse d'une solution diluée signifie en fait que l'on suppose que les formules vues dans les rappels pour calculer le pH d'un acide fort ou d'une base forte sont valables. Rappelez-vous donc cette remarque. Ces deux formules qui permettent de calculer le pH sont valables pour des concentrations dites usuelles, c'est-à-dire des concentrations qui sont entre 10-6 et 10-2 mol par litre. Ce n'est pas le cas ici, on est supérieur à ça. Mais on n'est pas trop loin de ces limites pour que l'erreur commise lors de l'utilisation de ces formules soit négligeable. Donc on va quand même utiliser ces formules-là, mais attention, on est un petit peu hors des conditions. D'accord? Donc la soude est une base forte pour répondre à la question. C'est-à-dire que son pH sera égal à moins le logarithme de, du produit ionique de l'eau divisé par la concentration en base. D'accord? Qu'on a transformé directement ici, c'était moins le logarithme de la concentration en H3 en ion oxonium, et la concentration en ion oxonium, c'était Ke sur la concentration en ion hydroxyde, mais comme la base est forte, la quantité d'ion hydroxyde à la fin, c'était la quantité de base qu'on avait, et donc voici la relation à utiliser directement. Et donc, si vous rentrez là-dedans les valeurs de l'énoncé, eh bien vous obtenez comme réponse, en prenant votre machine, que le pH est de 13,3. Ok? Ce qui est un pH très élevé. Donc cette solution est assez fortement basique. Et donc les précautions à prendre, c'est de porter des lunettes, mais aussi des gants pour les manipuler. Parce qu'à de telles valeurs de pH, on peut s'abîmer la peau, et des projections dans les yeux sont dramatiques. Voilà, ça vous résout cet exercice. J'espère que c'est clair. Et pensant que c'est le cas, je vous attends pour le prochain. À bientôt. Alors, dans cet exercice, on va calculer le pH d'un acide fort et d'une base forte. Donc, le pH d'une solution d'acide de concentration 1,5 10-2 mol par litre vaut 3,3. A-t-on affaire à un acide fort? 2. Le pH d'une solution d'hydroxyde de sodium, NaOH, de concentration 2,5 mmol par litre vaut 11,4. L'hydroxyde de sodium est-il une base forte? Voilà. Donc il y a des critères pour ça, d'accord? Et on va vérifier ces critères. Vous vous rappelez plus de quels critères je parle? Ah ben là, mon conseil, c'est d'aller voir les rappels. À bientôt pour la correction. Alors, voici la solution. Donc, dans la question 1, si l'acide est fort, la règle c'est le pH doit être égal à moins le logarithme de la concentration en acide. D'accord? Parce que si l'acide est fort, tout cet acide a réagi avec l'eau pour donner des ions oxonium. Et donc le pH qui est égal à moins le logarithme de la concentration en ion oxonium doit donc être égal à moins le logarithme de la concentration en acide. Or, lorsque je remplace ici par la valeur appropriée de la concentration en acide qui est donnée dans l'énoncé, eh bien je trouve que moins le logarithme de cette concentration, c'est 1,8. Or, le pH qu'on mesure ici, le pH mesuré, c'est 3,3, si je me souviens bien. Donc plus grand que 1,8. D'accord? Donc il ne s'agit pas d'un acide fort. Alors, dans le deuxièmement, si la base est forte, alors c'est le même type de raisonnement que pour l'acide fort,
Et on l'a vu dans les rappels, je vous rappelle simplement la formule directement. Si la base est forte, le pH sera égal à moins logarithme du produit ionique de l'eau divisé par la concentration de la base. D'accord? Et connaissant la concentration de la base, elle est donnée dans l'énoncé, lorsqu'on calcule ça, ça nous fait 11,4. Et le pH mesuré, tel qu'indiqué dans l'énoncé, est de 11,4 également. Donc l'hydroxyde de sodium est bien une base forte, puisque l'on trouve un pH qui serait valide pour une base forte, qui est égal à ce qui a été mesuré. C'est bien une base forte. Voilà. Donc voilà comment on a déterminé si un acide ou une base sont forts. Il faut appliquer la formule et comparer à ce qu'on a mesuré. Si ça colle, si les valeurs sont les mêmes, eh bien la base est forte. Là, l'acide n'était pas fort parce que le pH mesuré était plus grand que ce qu'il aurait dû être s'il avait été fort. Voilà. À bientôt pour le prochain. Alors, dans cet exercice-là, on commence à s'amuser encore un peu plus. C'est la réaction entre un acide fort et une base forte. Donc, dans 1000 ml de solution d'acide nitrique, c'est un acide fort de formule HNO3, à une concentration de 1,10-2 mol par litre, on ajoute M est égal à 0,50 g de soude solide. C'est du NaOH, qui est une base forte. La variation de volume de la solution, suite à son ajout, est négligeable. On demande tout d'abord d'écrire l'équation de la réaction avec l'eau de HNO3 et l'équation de dissolution de la soude. Premièrement, dans un tableau d'avancement, précisez les quantités de matière initiale et finale des ions H3O+, et HO- dans la solution. Deuxièmement, en déduire la concentration en ions HO-, puis le pH de la solution, en considérant que sa température est de 25 degrés Celsius. 3. Que pourra-t-on observer en réalisant cette expérience? Très bonne question. Très bonne question et c'est à vous d'y répondre. Voilà, allez-y. Commençons avec les réactions. Donc on nous demande d'écrire la réaction de HNO3 avec de l'eau. Et on nous a dit qu'HNO3 c'était un acide fort. Donc si c'est un acide fort, il va perdre tous ses protons pour donner du NO3- plus H3O+. D'accord? Donc ça, ce sera la base conjuguée de l'acide. Et ça, ce sera l'acide conjugué de l'eau, qui sont les ions xonium. On connaît bien. La deuxième réaction, c'est l'équation de dissolution. Et comme c'est une base forte, ça va être total également. Donc c'est une simple flèche. Donc ça va nous donner du NaOH H+, plus HO-. Voilà, voilà. Et donc on voit ici que pour un acide fort qui réagit totalement, donc on va avoir formation d'ion oxonium. Et pour la base forte qui réagit totalement avec l'eau, on va avoir formation d'ion hydroxyde. Ok? Alors, quelles sont les quantités de matière initiale? Eh bien, d'après les données que l'on a, le nombre de moles de HO- ce sera égal à la masse sur sa masse molaire. Ce qui veut dire que ce sera égal à 12,5 fois 10-3 moles. D'autre part, pour le nombre de moles de H3O+, ce qu'on aura, cette fois-ci on nous donne une concentration et un volume, eh bien ce sera 1,10-2 fois 1. Ce qui est égal à 1,10-2, 1 fois 10-2, mol. Ok? Jusqu'ici tout va bien? Sachant ça, donc on peut faire le tableau d'avancement. Voilà, donc on va décrire ici l'avancement en millimoles. Sachant que la réaction qu'on regarde, c'est donc H3O+, qui réagit avec HO- pour donner 2H2O. D'accord? Donc ça, c'est bien la réaction entre un acide fort et une base forte. Hein? Acide fort, base forte. Ici, l'acide fort, c'est complètement réagi avec l'eau pour donner des ions H3O+, et la base forte a complètement réagi avec l'eau pour donner des HO-.
Donc la réaction, elle a bien lieu entre des H3O+, et des HO- pour donner de l'eau. D'accord? Alors, l'état initial de ceci, vu ce qu'on vient de calculer, donc x égale 0, ce qu'on va avoir, c'est un nombre de moles initial qui est de combien? Alors, regardez, hein, j'ai bien mis que c'était en millimoles. Donc si j'ai 10 moins 2 moles, d'accord? En millimoles, ça va être 10 pour l'H3O+. Et en millimoles pour l'H-, ça va être 12,5. Ok? Et l'eau qui est là-bas, c'est le solvant. D'accord? Donc toujours en excès. Ok, il n'y a pas grand-chose à faire avec lui pour le moment. Très bien. Donc la réaction, elle avance. Et donc, en cours de réaction, ce qu'on va avoir, c'est que la quantité de matière de H3O+ diminue. La quantité de matière de HO- diminue également, de X dans les deux cas, puisque les coefficients sont 1 et 1. D'accord? Et à l'état final, ce qu'on va avoir, à l'état final, c'est quand le réactif limitant va disparaître. Alors le réactif limitant, c'est celui qui était le moins présent au départ, donc c'était l'H3O+, d'accord? Donc le réactif limitant, ça va être pour un X final de 10. Et donc là, on sera à 0. Tandis que pour le HO-, il nous en restera quand même 2,5 de mol. Ok? Et s'il nous reste 2,5 mol de HO- à la fin, eh bien je peux calculer donc la concentration en HO-, qui sera égal au nombre de moles divisé par le volume. Alors le nombre de moles, on vient de le dire, c'est 2,5 millimoles, donc 10 moins 3 moles. Divisé par le volume, eh bien le volume de ce truc c'est 1 litre, c'était 1000 millilitres, d'accord? Donc ça fait comme réponse 2,5 10 moins 3 moles par litre. Voilà. Et le pH d'une telle solution, eh bien ce sera moins le logarithme de la concentration en H3O+, mais que je vais calculer grâce à la concentration en HO- via le produit ionique de l'eau. Donc c'est moins le logarithme du KE sur la concentration en HO- que je viens de calculer. Ce qui veut dire que moins le logarithme de 2,5, ici, pardon, moins le logarithme de 10 exposant moins 14 sur 2,5 10 moins 3, vous calculez tout ça, ça va vous faire 11,4. Ok? Et donc, pour la dernière question, qu'est-ce qu'on nous demandait là? Que pourra-t-on observer en réalisant cette expérience? Eh bien, qu'est-ce qu'on va observer en réalisant cette expérience? On va observer un dégagement de chaleur, en fait. C'est une réaction exothermique. Voilà. Eh bien, vous avez tout. Hein? Est-ce que c'est clair? Oui, je l'espère. Et puis, à plus tard pour le prochain. Eh bien, nous voici à la question 10 où nous allons étudier la force d'un acide. L'acide butanoïque de formule C3HCCOH est un acide faible. L'acide nitrique, par contre, de formule HNO3, est un acide fort. On dispose de deux solutions, notées A et B, de ces acides à la même concentration. Cette concentration est de 1, 10-2 mol par litre. On mesure leur pH. Le pH A, c'est égal à 3,4. Le pH B, c'est égal à 2. On voit bien qu'on a des pH acides. Premièrement, écrire les équations de réaction de ces deux acides avec l'eau. Calculer la concentration en ion xonium dans chacune des solutions. En déduire la nature des acides dissous dans les flacons A et B. Et justifier. Quatrièmement, quelle est la forme prédominante de l'acide carbonique dans l'océan? Il a été estimé de 1751 à 2004, le pH des eaux superficielles des océans a diminué, passant de 8,25 à 8,14. Expliquez cette diminution de pH. Ah, voilà une question. Bon, comment trouvez-vous tout ça? Gérable? Eh bien, allez-y alors, gérez. Et on se voit dans quelques instants pour la correction ensemble. Travaillez bien. C'est bien passé? Bon, c'est parfait. Eh bien, écoutez, voici la solution. Alors, vous pouvez la suivre avec moi. Donc, premièrement,
écrire les réactions. Alors, l'acide butanoïque, C3H7COOH, réagit avec de l'eau pour donner, et attention là, pour donner, c'est des flèches dans les deux sens, puisqu'on a dit que c'était un acide faible, donc la réaction n'est pas totale, d'accord? Pour donner, eh bien, l'acide éthanoïque va donner sa base conjuguée, C3H7CO au moins, d'accord? Et l'eau, qui jouait là le rôle d'une base, va donc donner son acide conjugué, qui sont les ions sodium, H3O+. Voilà, donc ça c'est la réaction de l'acide butanoïque avec de l'eau, qui nous donne un ion butanoate plus des ions oxonium. Et il y a une double flèche parce que la réaction n'est pas totale, l'acide étant faible. Par contre, pour le deuxième, nous avons l'acide nitrique, et la réaction de l'acide nitrique avec l'eau, comme l'acide est fort cette fois-ci, donne lieu à une réaction totale, de sorte que toutes les molécules d'acide nitrique sont transformées en leur base conjuguée NO3-, plus des ions oxonium H3O+. Voilà pour le 1. Ok, ça va? Ça vous semble raisonnable? Alors, en 2, on veut calculer les concentrations en ions oxonium pour chacune de ces réactions. Donc, tout d'abord, pour la première équation, la concentration en ions oxonium H3O+, sera égale à 10 exposant moins le pH. Ça vient de la définition du pH. D'accord? Ce qui fera 4 fois 10 exposant moins 4 moles par litre. Et pour le deuxième, nous aurons que la concentration en H3O+, qui sera évidemment égale aussi à 10 exposant moins le pH, sera égale à 1,0 10-2 moles par litre. Voilà, voilà. J'ai été trop vite? Ah ben regardez, le pH de la première solution, c'est 3,4. Donc, si je regarde ici, 10 exposant moins le pH, ça voudra dire que j'ai 3,4, plus ou moins, pour faire moins le pH, et je dois faire 10 exposant ça. Eh bien, ça vous fait bien, vous regardez ici, un 3,9 qui est à la quatrième décimale, donc c'est bien, en arrondissant à la quatrième décimale, 4, 10 moins 4. Ok? Et si je fais le second, ben son pH est de 2, donc très simplement, ce que je vais faire, c'est remplacer ici le pH par 2. Hop, il faut que je remette à 0. Voilà, donc 2. 10 exposant moins le pH, ça veut dire d'abord faire moins, et puis 10 exposant, ce qui nous fait 1, 10 moins 2. Voilà. Donc excusez-moi, si j'avais été trop vite, là, vous avez la solution complète, avec le petit calcul à la machine. Allez, on y va pour le petit 3. Donc on nous demande ici d'en déduire la nature des acides dissous dans les flacons A et B, justifiés. Eh bien, on avait vu ici que les concentrations qui avaient été dissoutes, c'est 1, 10, moins 2. Or, on vient de montrer là que effectivement la concentration en H3O+, c'est bien 1, 10, moins 2. Donc la concentration ici en H3O+, dans la solution, ben, c'était celle de l'acide au départ, donc c'est bien un acide fort. Tandis que là, eh bien, la concentration mesurée est bien plus faible que celle qui était annoncée. Donc ce n'est pas un acide fort, c'est un acide faible, hein, comme annoncé dès le début. Voilà pour le 3. Quelles sont les réponses aux questions 4 et 5? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le reste? L'acide carbonique dans l'océan? Je vois pas le lien avec mes autres questions et avec mon désordre C. Eh bien, vous avez raison, il n'y en a pas. Et donc, vous ne pouviez pas répondre à ça, puisqu'il n'y avait pas de lien, d'accord? Donc, c'était des questions subsidiaires à 0. Voilà, voilà. En fait, nous verrons ça dans l'exercice 14. Donc, ce n'est pas étonnant si vous n'avez pas su le faire. J'espère que vous n'avez pas passé une année à réfléchir. À bientôt pour le 11. Alors, question 11, c'est le pH et le pKa. Donc, une solution d'acide faible de concentration molaire apportée C est égale à 1, 10.3 mol par litre, un pH de 4,20. Question, premièrement, déterminer le pKa de cet acide, et 2, expliquer cette diminution de pH. Et bien voilà, c'est à vous. Donc pour répondre à cette question, il faut juste se rappeler la relation entre le pH et le pKa. C'est une petite formule qu'on a vue précédemment, dont j'ai déjà parlé
ici dans les exercices précédents. Donc voilà, à vous d'utiliser à bon escient pour répondre. À bientôt. Bon, voici la réponse. Donc, il faut d'abord déterminer le Ka, la constante d'acidité de cet acide. Sachant qu'un acide faible réagit avec l'eau selon la réaction AH, c'est l'acide, plus de l'eau, va donner, et c'est une flèche, une double flèche, d'accord, sa base conjuguée, A-, plus l'acide conjugué de l'eau, c'est-à-dire H3O+. Voilà. Pour calculer le Ka, ce qu'il faut donc connaître, c'est la concentration en A-, la concentration en H3O+, et la concentration en AH. Ok? Voilà. Et il faut bien garder à l'esprit, qui plus est, que la concentration C dont on parlait, c'est la concentration totale de l'acide dans la solution avant toute réaction avec l'eau. Donc, pour connaître ici ces trois concentrations, ce que nous devons faire, c'est un petit tableau d'avancement. Donc, on va l'écrire ici, avancement, qu'on va écrire en mol par litre. D'accord? Ce sera en mol, mais dans un litre. Alors, quand je fais une réaction, un tableau d'avancement, ce qui apparaît sur la première ligne, comme d'habitude, c'est la réaction. Donc, c'est l'acide, ici, plus l'eau, qui va nous donner A- plus H3O+. Voilà. À l'état initial, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'avais une concentration ici, 10-3. L'eau, c'est le solvant, donc il est toujours en excès. Et ce que j'avais au départ comme A- et H3O+, comme ion, eh bien, nous avions des quantités totalement négligeables. A- c'était 0, et H3O+, il y en a toujours un tout petit peu dans la solution, mais avoisinant le 0. Voilà. Et puis à l'état final, ce que je vais avoir, c'est que de la concentration initiale, donc du nombre de moles par litre ici initial, ce qu'on va avoir, c'est moins, puisqu'il y en a qui a été consommé, qui est que vaut l'avancement final. Et par contre, a été produit, les produits qui ont été produits, leur avancement, ce sera XF. Voilà. Hop. Et donc, on voit d'après ce tableau d'avancement que l'avancement final XF, ici, ok, est la quantité de matière, d'ion H3O+, contenu dans un litre de solution, c'est-à-dire la concentration en H3O+, soit concentration en H3O+, qui sera égale à 10 moins le pH, d'accord, comme d'habitude, c'est la même relation, ce qui fera, puisqu'on nous a donné le pH, 10 exposant moins 4,2, ce qui fait, quand vous calculez ça à la machine, bon là je vous le fais pas en direct, mais vous pouvez le faire si vous ne l'avez pas fait, c'est 6,3 10 moins 5 moles par litre. Voilà. Ce qui veut dire que le Ka sera égal à, alors, ce fameux Ka, rappelez-vous, la constante d'acidité, c'est le produit des concentrations des produits, H3O+, fois la concentration en A- à l'état final, divisé par la concentration en acide à l'état final. Ce qui veut dire que ça va être égal à 6,3 que l'on vient de calculer fois 10 moins 5, ça c'est XF, fois lui-même. Donc là on l'avait pour H3O+, mais on a la même chose ici pour la concentration en A-. Donc je vais pouvoir mettre ceci au carré, puisque c'est lui fois lui. Hop, divisé par la concentration finale de l'acide, qui est sa concentration initiale 10 exposant moins 3, moins XF, c'est-à-dire 6,3, 10 moins 5. Eh bien, quand vous faites le calcul de ça, vous trouvez que c'est égal à 4,3 fois 10 moins 6. Ok? Voilà, c'est la constante d'acidité. Et donc,
le pKa, qui est moins le logarithme en base 10 de cette constante d'acidité, ce sera égal à moins le logarithme en base 10 de 4,3 fois 10 moins 6, c'est-à-dire 5,37. Voilà. Ok? C'est clair tout ça? Bien. Bon, ça va l'air un peu compliqué que le tableau d'avancement, mais bon, un tableau d'avancement, en final, on en fait depuis la deuxième. Oui. Donc ça doit commencer à devenir un peu de la routine pour vous. Et puis c'est préférable d'ailleurs, hein, parce que ça apparaît souvent lors des questions de bac, les tableaux d'avancement. Voilà. Allez, on se voit à la question suivante. Alors, dans cette question, nous allons étudier un diagramme de prédominance. Donc, le pKa du couple auquel appartient l'ibuprofène, qui va se noter RCOH, est à 25 degrés, pKa c'est 4,5. Placez sur un diagramme les domaines de prédominance des espèces du couple RCOH, RCO-. Voilà, donc c'est un simple diagramme de prédominance à faire. Allez, go, à vos marques, partez. Bon, c'était une question gâteau, donc, hein. Donc voici, pour indiquer un pKa dans un diagramme de prédominance, ce qu'on fait, c'est l'axe des pH, ici, qui va, comme d'habitude, de 0 à 14. On place le pKa. Alors, le pKa, il vaut 4,5, c'est ce qu'on vous a indiqué. Et on sait qu'en deçà, donc en dessous du pKa, nous allons avoir la forme acide. D'accord, donc ce sera le RCOH. Et au-dessus, nous aurons la forme basique. Et la forme basique, ici, c'est RCOO-, puisque la base conjuguée du RCOH, c'est RCO-, pour lequel l'acide correspondant a perdu un proton. Voilà, donc c'était très simple. Hein. Ok, allez, à tout de suite pour le suivant. Alors cet exercice est encore un diagramme de prédominance, mais cette fois-ci d'un acide alpha-aminé. Donc l'acide alpha-aminé le plus simple est la glycine, qui a cette formule-ci. Donc c'est un NH2, CH2, COOH. Comme tout acide alpha-aminé, il y a 2 pKa. Okay, et ces 2 pKa valent 2,4 et 9,7. Sachant que le groupe carboxyle a une acidité moins faible que le groupe NH3+, placez sur un diagramme les domaines de prédominance des différentes formes de cet acide alpha-aminé. Voilà. Ça va? C'est clair la question? Oui? Donc il y a 2 pKa placés sur l'axe et puis à indiquer quelles sont les formes qui vont se trouver entre les valeurs des pKa et l'extérieur. Voilà, c'est à vous. À tout de suite pour la correction. Travaillez bien. C'est un diagramme de prédominance de nouveau. Donc on fait l'axe des pH. Voilà. Hop, qui va de 0 à 14. On a 2 pKa. On a un pKa à 2,4 et un pKa à 9,7. Voilà, ils sont indiqués. Ok. Alors, on nous dit après que le groupe carboxyle COH a une acidité moins faible, ça veut dire plus forte, que le groupement NH3+. Et bien donc ça veut donc dire que on va d'abord placer ici le COOH, qui est plus acide. D'accord? Donc il est relié à un CH2, qui est relié à ce fameux NH3+. Voilà. Et comme c'est celui-ci qui est le plus acide, c'est lui qui va commencer par perdre son proton. Et donc on va avoir en deuxièmement le NH3+, qui est toujours là, d'accord, avec le CH2, avec le CO, mais qui a perdu son proton. Hop, voilà. Donc on a la forme carboxylate. Après, eh bien cette fois-ci, c'est celui-ci qui est le moins acide, mais qui est plus acide que sa forme basique conjuguée, qui va être donc le NH2, voilà, qui lui va être relié au CH2, CO, au moins. Voilà. Et donc on voit les 2 pKa en jeu dans des acides alpha-aminés. Donc dans les acides alpha-aminés, il y a toujours l'amine qui joue et le groupement carboxyle.
Mais comme le groupement carboxyle a une acidité moins faible, donc plus forte, c'est lui qui va d'abord perdre son proton, donc le passage d'ici, là, à là. Et puis c'est seulement le NH3+, qui va perdre, entre guillemets, son acidité en donnant sa forme conjuguée. Voilà, c'est le diagramme de prédominance de cet acide alpha-aminé. Et ça termine ce petit exercice. Il n'était pas trop compliqué non plus. Il y avait juste 2 pKa à tenir compte. Comment ça va? Vous sentez bien? Bon, si vous avez besoin de faire une petite pause, allez-y. C'est un petit bon moment. Donc vous arrêtez la vidéo et vous repartez faire une pause. Et puis quand vous êtes prêt, vous revenez. Voilà, donc vous êtes revenu. On va étudier dans ce point 14 le diagramme de prédominance et le déplacement d'équilibre chimique du CO2 atmosphérique. Alors, le CO2 atmosphérique se dissout dans l'eau pour donner de l'acide carbonique, H2CO3, après les deux réactions suivantes. Donc le CO2 gazeux, ici, a une réaction pour donner du CO2 aqueux, et le CO2 aqueux a une réaction avec de l'eau pour donner de l'H2CO3 aqueux également. On nous donne les pKa des différentes substances. Donc le pKa du couple acide-base ici, c'est 6,4. Le pKa du couple acide-base ici, c'est 10,3. Et le pH des océans, en général, il est de 8,2. Plutôt neutre, un tout petit peu basique. Premièrement, quelle est la forme prédominante de l'acide carbonique dans l'océan? Ensuite, il a été estimé que de 1751 à 2004, le pH des eaux superficielles des océans a diminué, passant de 8,25 à 8,14. Bien expliquer cette diminution de pH. Voilà. Alors ça, c'est une question qui est passée lors d'un bac précédent, un petit morceau d'un bac précédent. Voilà, pour vous situer. Par contre, pour la suite, il n'est pas beaucoup plus compliqué que ce qu'on a fait avant. Il s'agit toujours d'un diagramme de prédominance et de voir ce qui se passe quand on change un petit peu les conditions au départ, avec le déplacement d'équilibre chimique. Ce qu'on a fait aussi précédemment. Donc, combiner les deux. Voilà, à tout de suite pour la solution. Tout va bien? Ça s'est bien déroulé? Ok, parfait. Alors, pour cet exercice, comme vous l'avez vu, il faut d'abord tracer le diagramme de prédominance. On est habitué maintenant. Donc voilà, l'axe des pH. On a deux pKa. On a un pKa à 6,4 et on a un autre pKa à 10,3. Le pKa à 6,4 rencontre du passage acido-basique de l'acide carbonique. Donc c'est H2CO3, forme acide, à sa forme basique conjuguée HCO3-. Et puis à 10.3, on a le passage de HCO3- à du CO3-, qui est une forme encore plus basique. Voilà. Alors, la première question, c'est-à-dire dans l'océan, quelle est la forme dominante de cet acide carbonique? Eh bien, on avait dit que l'océan a un pH de 8,2 en général, en moyenne. Donc ce pH de 8,2, il est ici. D'accord? Et donc la forme prédominante à cet endroit-là, c'est l'HCO3-. Voilà. POC. Alors, ça c'était la question 1. Que nous veut-on encore dans la question 2? Donc dans la question 2, ce qu'on nous veut, c'est ceci. Alors, le pH des eaux superficielles des océans a diminué, passant de 8,25 à 8,14 entre les années 1751 et 2004. Pourquoi expliquer cette diminution de pH? Eh bien, cette période-là, qui va du XVIIIe siècle à nos jours, elle correspond en fait à une augmentation de la teneur en CO2 de l'atmosphère. Il y a donc plus de CO2 qui se dissout dans l'eau, et donc plus de H2CO3 produit par une des réactions qui étaient données juste avant. H2CO3 étant un acide faible, il réagit avec l'eau selon la réaction H2CO3 plus de l'eau donne acide faible, donc c'est un équilibre flèche dans les deux sens, HCO3- plus des ions H3O+. D'accord? Donc cet acide se transforme en sa base conjuguée qui est là,
Et l'H2O qui joue ici le rôle de la base se transforme en son acide conjugué qui est là. Voilà. Donc si on augmente la quantité ici de H2CO3 dans l'eau, de l'eau il y en a toujours assez, hein, c'est le réactif en excès, donc il n'y a pas de problème. Mais si je rajoute du H2CO3, ce qui va se passer, c'est que l'équilibre de cette réaction est déplacé dans le sens de la production des ions H3O+. Donc si j'augmente la quantité de H2CO3, il y a plus de produits formés, et donc il y aura plus d'ions oxonium. S'il y a plus d'ions oxonium, d'accord, eh bien, il y aura une diminution du pH. Si la concentration augmente en ions oxonium, il y aura une diminution du pH, d'après la relation bien connue. pH, c'est moins le logarithme de la concentration en ions oxonium. Voilà. Et donc on a compris pourquoi on assiste à une diminution du pH entre 1751 et 2004. Ceci termine donc cet exercice et en fait tous les exercices de ce module. Il est maintenant temps donc de préparer la session interactive et pour cela je vous invite à aller lire la question en PDF qui est en dessous de la vidéo, d'accord? Vous avez un fichier PDF que vous pouvez aller ouvrir, y répondre, m'envoyer votre solution et puis nous discuterons cela lors de la session interactive. Voilà, à bientôt. Ça m'a fait très plaisir de vous présenter tout ce module. J'espère que vous y avez pris vous aussi quelques plaisirs et je vous attends avec impatience dans le module suivant. À bientôt, au revoir.